Alors, nous reprenons le débat. Nous avons été rejoints par nos deux invités. D'abord, Samuel Ayat. Bonsoir. Vous êtes politiste, chercheur au CNRS et spécialiste des révolutions, et en particulier des révolutions du 19e siècle. À côté de vous, Romaric Gaudin, collègue, journaliste à Mediapart et auteur de La guerre sociale, La découverte. Et puis, j'ai été rejoint aussi par Fabien Escalona qui va poser la première question. Fabien. Tout à fait, je me tourne vers vous, Samuel, puisque on le sait, hein, vous avez déjà répondu à des questions sur l'actualité très, très chaude, hein, c'était celle des Gilets jaunes, c'était par écrit dans Mediapart, vous avez vous-même écrit des textes de vous-même, donc vous travaillez sur de la matière du passé, mais aussi sur le présent, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous a invité. La question que j'avais, c'était... Quel est votre premier réflexe en tant qu'intellectuel quand vous voyez tous les soulèvements populaires dont on a commencé à parler dans le précédent plateau? Est-ce que c'est le réflexe très prudent qu'on retrouve souvent chez les chercheurs qui disent non mais chaque cas est particulier, attention, pas de généralisation? Ou est-ce qu'au contraire, l'enthousiasme intellectuel, c'est plutôt de chercher les connexions et les facteurs communs qu'il y a entre tous ces points chauds? Oui, évidemment, surtout quand on fait de l'histoire et qu'on fait de l'histoire des révolutions, évidemment, la première chose qu'on fait, c'est on veut faire des liens. On veut mettre du lien entre essayer de comprendre ce qui se passe dans ces différents soulèvements et puis de ramener ou de comparer ces différents soulèvements à ceux qui ont pu exister dans le passé. Ça ne veut pas dire nier le caractère particulier de chacun de ces soulèvements et de chacun de ces cas, mais évidemment qu'il y a quelque chose comme un enthousiasme qui est intellectuel, mais qui est aussi un enthousiasme politique, à voir sur autant de points du globe et à voir à autant de moments dans le passé puis dans le présent, des personnes dont on n'arrête pas de dire que c'est juste des consommateurs mus par leur petit intérêt privé, etc., se soulever, prendre le risque quand même extraordinaire et réel et dangereux de se soulever et de contester la règle qui les gouverne. Donc oui, forcément, on a envie de faire du lien, on a envie de comprendre, et pour comprendre, on va aller chercher à mettre en relation les choses entre elles et puis avec des soulèvements du passé. On va justement chercher hein, quels sont ces liens. Romaric, toi, c'est quelque chose, on peut le dire parce qu'on en a parlé avec toi, genre à la machine à café, tu nous as raconté ces nuits où ça gambergeait pendant que tu avais les informations sur ces soulèvements qui apparaissaient. Oui, l'idée, c'est justement d'essayer de comprendre, encore une fois, jamais nier le caractère particulier. Effectivement, on ne se soulève pas à Beyrouth comme à Santiago du Chili pour les mêmes raisons et dans le même contexte. Donc il n'est évidemment pas question de dire qu'il y a une sorte d'insurrection coordonnée, mondiale, visant un système, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais je crois que Samuel, qui est historien des révolutions, nous dira que toute révolution est beaucoup plus complexe que celle d'une sorte d'insurrection consciente qui... voilà. L'idée, c'est plutôt de se dire, finalement, on nous a beaucoup parlé de la mondialisation, hein, on a un système économique qui s'est mondialisé, et puis on a des insurrections à plusieurs points de la planète de façon contemporaine, et effectivement, c'est difficile de ne pas se dire qu'à un moment, ces insurrections n'ont aucun lien avec ce système économique mondialisé qu'on reconnaît volontiers comme étant dominant au niveau de la planète, à quelques très rares exceptions près. Donc, effectivement, on essaye de comprendre ce qui se passe à Santiago du Chili, ce qui se passe à Quito, à Bagdad, à Beyrouth, et en se disant mais quel est le lien et le lien, un des liens que moi j'ai essayé de mettre en avant, c'est de dire le système économique dominant, enfin le mode de gestion dominant du capitalisme, qui est ce que j'appelle le néolibéralisme, avec d'autres évidemment, qui est cette volonté effectivement de répandre la marchandisation, la place du marché et la place de la concurrence avec la protection de l'État, eh bien ce mode de gestion du capitalisme, il est en crise dans tous ces points de la planète. Et donc effectivement, on a des points de départ qui sont quand même très semblables. L'augmentation du prix du ticket de métro à Santiago du Chili, la question du prix du carburant en France
avec les Gilets jaunes et en Équateur. Les appels WhatsApp. Les appels WhatsApp au Liban. Voilà, la question des subventions, on l'oublie aussi, mais en Irak, il y a aussi la question des subventions au prix du pétrole. La question démocratique et sociale à Hong Kong et à Barcelone, qu'on peut également identifier, et qui est liée aussi à ce mode de gestion du capitalisme, le néolibéralisme. C'est un mode de gestion qui limite la démocratie, ou en tout cas qui exclut la démocratie de certains champs, et notamment d'un champ économique très fort, parce que effectivement l'économie ne peut pas être le lieu sur lequel on fait des choix démocratiques. C'est un lieu qui est considéré comme scientifique et sur lequel on ne peut pas agir démocratiquement. Et donc tout ça fait effectivement, lorsqu'on regarde les cas un peu individuels, tout ça fait plutôt sens en fait. Samuel Ayat, qu'en pensez-vous ? Oui, fondamentalement, je trouve que c'est une interprétation qui est très très stimulante, qui est très robuste, etc. Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette volonté, mais qui est normale, d'essayer de chercher un facteur unique, une sorte de cause qui viendrait être la cause déterminante en dernière analyse, que ça soit le néolibéralisme, que ça soit la crise économique, ou que ça soit dans d'autres traditions, je sais pas moi, l'idée d'égalité qui se répand, etc. Or, une des choses qu'on voit en histoire comparée des révolutions, etc., c'est que en fait, on a plutôt quelque chose comme une entrée en résonance de plusieurs facteurs qui peuvent être interdépendants, mais qui ont souvent une certaine indépendance les uns des autres, et qui, à un moment donné, facteurs économiques, des relations entre les classes, facteurs politiques, des relations à l'État, facteurs culturels et idéologiques aussi, certaines idées, comme l'idée égalitaire ou l'idée de liberté, une certaine résonance peut se faire, et là, l'événement révolutionnaire arrive. Ceci étant, je ne voudrais pas du tout dire que c'est ce que vous faites, cette sorte de réductionnisme à l'économie, parce que le néolibéralisme, ce n'est pas qu'une réalité économique. C'est une réalité un ordre qui est social à la en tant que fois tel. économique, politique, sociale, culturelle. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui me semble tout à fait juste. C'est quoi ? Et là, on peut revenir peut-être un peu avant, encore un peu avant, à ce qu'est la construction de l'État, à ce que c'est l'État et comment est-ce qu'il se construit. Il se construit sur une longue période par la monopolisation fiscale, par la création de l'impôt et par la taxation des populations. Bon. Et au fur et à mesure du temps, notamment au 19e, 20e siècle, ce poids fiscal ne cesse de grossir, de s'étendre, en échange de plus de participation politique, plus de représentation politique, en échange de services sociaux. Et c'est une sorte de pacte qui fait qu'on accepte ce grossissement qu'on observe de l'État et l'emprise toujours plus grande de l'État, en échange d'un certain nombre de services et en échange d'une participation politique. Or, la mondialisation capitaliste, elle pose un gros problème aux États. C'est qu'ils sont obligés, pour rester dans les règles du capitalisme, ils sont obligés d'alléger la pression fiscale sur les entreprises parce qu'ils sont dans une compétition en permanence pour donner les meilleures conditions, faire en sorte de taxer le moins possible le capital. Mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la qualité des services ne cesse de baisser, c'est la logique de la marchandisation néolibérale des services publics, et puis qu'en même temps, faut bien aller chercher l'argent quelque part. Et si on ne peut pas le prendre sur les entreprises, on le prend sur les travailleurs, on le prend sur les gens, et on a une augmentation, et je pense que c'est quelque chose de très très juste dans les causes, que ce soit au Chili, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit au Liban, on a une augmentation de la taxation qui cible spécifiquement les pauvres, et donc une sorte de rupture du pacte qui existait du pacte imposé, mais du pacte qui existait entre l'État et les populations, on vous taxe, mais en échange, on vous donne de la participation démocratique et on vous donne des services sociaux. Là, on arrête de vous donner de la participation démocratique parce que concrètement, le néolibéralisme nécessite que ce soit des experts économistes qui prennent les décisions et on vous enlève des services sociaux qu'on va casser. Ça crée l'idée que non seulement la situation des gens se dégrade, mais surtout que cette dégradation est injuste, que c'est une trahison fondamentale du pacte social, que c'est une trahison fondamentale de la raison d'être de l'État. Et cette trahison-là, du coup, ça fait que toutes ces révoltes, quelle que soit leur origine, vont se mettre à dire, en fait, ces élus, les hommes politiques, ne nous représentent pas.
Ils ont trahi ce pacte fondamental selon lequel ils doivent nous protéger en échange de notre obéissance. Ils ont trahi, ça veut dire qu'ils ne servent pas les intérêts du peuple. Ils servent quoi? Ils servent les intérêts, alors soit le leur, c'est une caste, ils servent leurs intérêts à eux, soit ils servent les lobbies, soit ils servent une puissance étrangère. Hein, c'est ce qu'on voit, si j'ai bien compris, en Irak. Une des causes de la révolution, du soulèvement, c'est l'idée d'une ingérence étrangère. Bon, on a tous ces éléments-là, parce qu'ils ne nous représentent plus, ils ont trahi une sorte de pacte fondamental. Parce qu'on parle de révolution et que la révolution, enfin, moi je le sens comme le passage d'un monde à un autre. Et dans ce moment particulier où on voit qu'il y a des révoltes, des mobilisations, des rébellions, on se dit, mais dans tout ça, où on met par exemple les marches pour le climat, toutes les thématiques écologistes par exemple. Pourquoi relier cette question sociale à la question écologique ? Alors, moi, la vision que j'ai, c'est que, en fait, dans cette crise du néolibéralisme, comprends bien, c'est-à-dire une crise, ça ne veut pas dire que le néolibéralisme est en train de disparaître. C'est qu'au contraire, il est incapable de répondre à certaines urgences. Et notamment aux plus fortes urgences du moment, et on le voit. Mais juste avant, je veux dire, dans cette crise du néolibéralisme, qui est une crise donc, qui n'est pas qu'économique, qui est une crise, comme l'a dit Samuel, qui est une crise culturelle, qui est une crise politique, cette crise du néolibéralisme, elle s'accompagne effectivement de cette incapacité du système économique, social et politique à répondre aux trois grandes urgences du moment, trois grandes urgences qui sont nées de la crise économique de 2008, qui continuent en fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'urgence sociale, on vient d'en parler, la question des inégalités, qui aujourd'hui est au cœur de toutes les questions, y compris dans les pays émergents. Jusqu'ici, on disait la question des inégalités, c'est une question de riches, ça c'est pour les riches. Au moins, les pays émergents, grâce à la mondialisation, ils sont sortis de la pauvreté, ils sont contents, ils ne se posent pas la question des inégalités. Là, on voit avec ces révoltes-là que c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Et que justement, les révoltes sur les questions d'inégalité viennent du Sud. Premier élément. Deuxième élément, la question démocratique. On en a parlé aussi un peu. Hein, le néolibéralisme limite la démocratie tout en la déployant. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a peut-être un peu moins de dictature ouverte par rapport aux années 60-70, mais il se trouve que les démocraties qui sont mises en place ne peuvent pas agir sur certains plans importants de la politique nationale. Hein, et c'est ce qui se passe typiquement en Irak, en Équateur, où le FMI, bon là c'est de la façon, on a vu aussi avec Haïti, c'est la façon la plus évidente, c'est-à-dire que le FMI dicte la politique au gouvernement. Mais par exemple au Liban, le FMI est plus en retrait, mais parce qu'il faut maintenir l'ordre économique au Liban, eh bien, le gouvernement est obligé en fait, de prendre des mesures qui sont impopulaires. Donc, on a ce gouvernement d'union nationale, donc théoriquement qui représente tous les Libanais. Donc on a cette question démocratique, on voit que là aussi le néolibéralisme ne peut plus répondre à ça. Autre exemple important, la France. Enfin, je veux dire, voilà, la France, le gouvernement français aujourd'hui, il représente une partie minoritaire de la population, et pourtant, c'est un pays démocratique. Donc, il y a une démocratie comme ça qui est un peu limitée. Troisième urgence, tu l'as dit, c'est la question écologique. Et là aussi, les réponses du néolibéralisme à cette question écologique, elles sont complètement à côté de la plaque. Elles ne sont pas du tout à la hauteur. Même l'accord de Paris, dont d'ailleurs les États-Unis viennent de sortir, c'est un accord à minima qui n'est pas contraignant et qui ne règle pas ce problème-là. Donc, en fait, sur ces trois domaines, sur ces trois urgences, le néolibéralisme est incapable de répondre. Et donc, il continue à tourner à vide en apportant des réponses, plus de marché, plus de concurrence, des réformes structurelles, des incitations fiscales. Et en fait, en face, les populations sentent bien que tout ça tourne à vide et ne répond pas à ces urgences-là. Et donc, en fonction des priorités sociales et des priorités politiques de chaque région et de chaque zone, on insiste plus sur la question des inégalités, la question sociale, comme c'est le cas dans les pays émergents, sur la question démocratique, que ce soit à Barcelone ou à Hong Kong, ou sur la question écologique dans les pays plus au nord, dans les pays germaniques, etc. Tout cela fait que, à mon avis, c'est pas contradictoire, c'est au contraire complémentaire. On parle de la même chose. Samuel, je ne sais pas si vous vouliez réagir, sinon je voulais vous poser une question sur le fait que cette simultanéité-là,
comme on se lisait en préparant l'émission, on l'avait un peu déjà il y a quelques années à peine, c'est-à-dire en 2011, on avait cette coïncidence entre les printemps arabes dont tu as parlé sur le plateau précédent, et puis les mouvements comme Occupy, notamment aux États-Unis, donc là au cœur de la machinerie capitaliste, et puis plutôt dans les périphéries de ce système unifié que tu décrivais, Romaric. Donc on a l'impression, et à l'époque déjà, on voyait aussi des thématiques de la justice, de la dignité, de la démocratie surgir un peu partout. Et donc la question, elle est la suivante. Est-ce qu'il y a une forme de continuité? Est-ce que vous voyez une forme de continuité par rapport à 2011 qui coïncide avec la crise de 2008, hein, comme tu le disais, ou est-ce que vous trouvez que là, cette année 2019, il y a quelque chose de qualitativement un peu différent par rapport à ce qui se déployait à l'époque? Comme des sortes de secousses sismiques, quoi. Je ne sais pas comment dire, mais... On est quand même dans la même séquence. C'est-à-dire que... On est très proche dans le temps. Et ça se voit dans les mots d'ordre. Alors après, qui peuvent se colorer très différemment, mais l'idée fondamentale que les États ont failli du fait que les États ont failli, ils ont tous failli un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'ils sont dénoncés comme étant corrompus, policiers, et n'assurant plus les services de vague, et mettant même en danger les gens en participant ou favorisant la destruction de l'environnement. Bon, cette idée-là, on la trouve dans les mouvements révolutionnaires commencés en 2011 avec la révolution tunisienne, on trouve ça dans les mouvements des places, et puis on retrouve ça aujourd'hui dans les mouvements des rues qui viennent, je sais pas, des Gilets jaunes ou commence en Algérie. En tout cas, à mon avis, c'est une seule séquence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des accélérations, il y a des accélérations, mais c'est quand même quelque chose qui relève d'un même soulèvement, d'une même logique de soulèvement, mais où il est devenu assez impossible de savoir quelle était l'origine. Ou quel est le point, ou qui imite qui, ou ça circule de où à où. Ça, c'est peut-être une vraie différence par rapport aux révolutions auxquelles on a été habitué au 19e siècle, début 20e, où il y a un centre, un événement révolutionnaire, hein, Paris 1848, Moscou 1917, et puis des secousses partout. Là, maintenant, on ne sait plus dire qu'est-ce qui est premier. Si on essaye de remonter, on essayait de faire ça tout à l'heure, si on essaye de remonter, on ne sait plus qu'est-ce qui est premier. Tout s'imite et d'une certaine manière, il n'y a plus de centre, de périphérie, etc. Surtout donc, les soulèvements qu'on voit très puissants sont préparés souvent par toute une série de mouvements à plus bas bruit. Tout à fait, qu'on ne voit pas parce que très souvent, ça, faut bien voir, on voit une simultanéité, mais c'est en fait beaucoup plus un contexte international ou des mots d'ordre, ou la possibilité de reprendre certains mots d'ordre, de s'appuyer sur un contexte international favorable qui va venir appuyer et amener à la visibilité des mouvements nationaux qui parfois préexistaient à plus bas bruit, comme vous le disiez. Et on va avoir une réinterprétation dans des contextes nationaux et sur la base de solidarité qui peuvent être très locales, de luttes qui peuvent exister depuis très longtemps, etc. Mais on va avoir une récupération d'un mot d'ordre international, ou bien on va avoir une récupération d'un moment international particulier. Mais à mon sens, voilà, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que c'est plus possible de dire, voilà, tout a commencé en 2011, ou tout a commencé avec les Gilets jaunes en 2018. On est dans quelque chose où tout vient se brancher dans tout, jusqu'à faire disparaître l'idée même qu'il y aurait une influence causale d'un mouvement à un autre, quoi. Ce qui frappe, c'est qu'on est 30 ans après, on va fêter là, le 9 novembre, la chute du mur de Berlin. On a vraiment l'impression, en tout cas, je ne sais pas, mais comme citoyen, comme journaliste, d'assister à un mouvement, à un événement. En fait, quand vous dites il y a différentes mobilisations, etc., mais en même temps, on a l'impression d'être dans l'événement, de quelque chose qui fait événement, qui n'est plus simplement de l'ordre d'une révolte localisée, par exemple, à Santiago. Et c'est pour ça qu'on essaye tous de réfléchir de manière commune, collective, pour essayer de comprendre, en fait. Mais est-ce qu'on n'est pas... Alors ça, c'est toute la difficulté à la fois de l'historien, mais en plus du journaliste, mais d'être tellement le nez sur l'événement qu'il est quand même assez compliqué de trouver, c'est ce qu'on se dit, de trouver la cause, les causes. Est-ce que ça, c'est pas, comme journaliste, un peu frustrant quand même, de se dire, je tente de vous expliquer, mais en même temps, je sais qu'il y a des limites?
Il y a des limites quand on travaille sur le présent. Voilà, si on travaille sur la révolution de 1848, on sait la fin déjà, donc c'est bien. Et puis on peut déployer toute la connaissance de l'événement dans toute sa grandeur. Ici, on est effectivement le nez collé sur le présent, et effectivement, on peut se tromper. Donc il faut donner des... Enfin, moi, le point de vue que j'ai, c'est qu'il faut donner des hypothèses. Voilà, l'hypothèse que je fais, c'est justement de dire, prenons un peu de recul, essayons de voir que c'est pas uniquement une question de ticket de métro à Santiago ou d'appel WhatsApp à Beyrouth. Et essayons de voir ce qui peut faire sens quand on prend du recul. Voilà, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 40 ou 50 ans. Comment le monde a évolué, quels sont les modes de gestion de l'économie, de la société qui sont mis en place depuis 40 ans. Et il y a quand même des modes de gestion communs, après, qui se distinguent dans chaque pays, ça c'est évident, mais il y a quand même quelque chose d'unifié qui s'est mis en place il y a 40 ans avec le changement de modèle économique, qui a des conséquences au-delà de l'économie, et essayons de voir si ça fait sens. Voilà. Donc moi je pense que voilà, il y a quelque chose quand même qui résonne, qui fait sens, qui répond à des problèmes communs, et d'ailleurs on a des points. On a vu des gilets jaunes en Égypte, on a vu des gilets jaunes en Irak, à Hong Kong. Voilà, il y a des choses qui font un peu écho comme ça. On a vu les méthodes de lutte contre les violences policières de Hong Kong reprises à Beyrouth. Voilà, il y a des choses qui font sens aujourd'hui, qui fait que encore une fois, le monde, on nous a dit, il y a une mondialisation. Donc on ne peut pas nous dire maintenant, quand il y a une remise en cause de cette mondialisation, ce ne sont que des événements localisés qui sont liés à la question de la gestion du trafic à Santiago du Chili. Ce serait un peu facile. Est-ce qu'il n'y a pas des... Alors là, je me tourne vers l'historien, mais il n'y a pas des effets de mode, parce que l'année dernière, on vous disait le retour des années 30. Alors tout le monde s'intéressait à ce qui s'était passé dans les années 30, et maintenant, vous c'est maintenant le 19e siècle. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu effet de mode pour essayer de comprendre le présent dans lequel on vit ? De toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est que les querelles d'interprétation, ou la volonté, le désir d'interprétation et de confronter des interprétations sur l'événement participent à l'événement lui-même. C'est-à-dire que on n'est jamais le nez collé dans l'événement. On est toujours en train d'essayer de donner un sens à ce qui arrive, et la manière dont on réussit à imposer ou pas un sens à ce qui arrive, participe de l'événement lui-même. Parce qu'évidemment, ça ne va pas du tout, notamment, pouvoir être repris de la même manière dans d'autres pays, selon la manière dont on l'interprète. Est-ce que c'est un problème confessionnel ? Est-ce que c'est un problème culturel très lié à un contexte national très précis, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus global qui met en jeu la citoyenneté, qui met en jeu l'État, qui met en jeu le néolibéralisme et la mondialisation ? Selon l'interprétation qui, à un moment donné, domine, l'événement, il change non seulement de sens, mais il se change lui-même. Et de ce point de vue-là, le fait d'aller chercher dans le passé des clés, des échos, c'est une manière de faire de l'histoire qui est une manière très spécifique. On ne va pas chercher à faire une sorte de continuité, on ne va pas dire tout ça vient de la Révolution française, etc. Mais on va chercher... c'est ce que disait Walter Benjamin, on va chercher dans le passé des sortes d'échos, de moments fulgurants où tout à coup on voit dans un événement présent, ou on voit dans un événement passé, l'écho de quelque chose qui a lieu tout à fait ailleurs et tout à fait à un autre moment. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas s'il y a une mode du 19e siècle, mais je pense que penser ce que c'était ces surgissements plébéiens dans les fin 18e, début 19e siècle, penser ce que c'était que les révoltes antifiscales du 18e siècle, et essayer de créer de la mise en écho avec ce qui a lieu maintenant, c'est pas du tout quelque chose qui vient plaquer l'événement, qui vient plaquer ce qu'on vit. C'est au contraire de l'ouvrir sur autre chose, et de montrer qu'il y a comme des sortes vous savez, en physique, comme des trous verts, quoi, des trous noirs, on peut ressortir de l'autre côté. L'histoire est trouée de choses comme ça, de moments où on peut voir des surgissements du passé, ou au contraire, où on peut lire dans le passé des surgissements de notre présent aujourd'hui. Ouais. Sur ce passé, j'avais une question pour vous deux qui est un peu difficile, mais on est là pour lancer un peu des pistes.
c'est que les grands moments comme ça qu'on a cités, le Printemps des peuples de 1848, on pourrait dire, même s'il n'y a pas eu, si ça n'a pas débordé, 1870 la Commune, 1917 la Révolution bolchevique, c'est autant de moments qui ensuite ont servi de leçon quelque part. Il y a eu une forme d'apprentissage qui a été tiré de ces moments par les mouvements d'émancipation ou les mouvements démocratiques. Et à votre avis, comment vous lisez le stock de connaissances qu'ont aujourd'hui les mouvements de contestation? Quelle est la culture politique qu'ils ont? On a l'impression qu'il y a eu quand même, dans la gauche organisée dans les années 70, des débats très avancés sur la nature de l'État, etc., qui pouvaient d'ailleurs devenir un peu ésotériques, mais qui étaient des sacrés outils pour affronter la contestation d'un système, comme on est en train de décrire là. On a l'impression que cette culture a été assez dilapidée, même s'il y a sans doute des nouvelles idées aussi plus adaptées au monde contemporain qui arrivent, mais voilà, comment vous lisez cette configuration-là? Peut-être Romaric ou Samuel pour commencer, je ne sais pas. La leçon, il y a plein de leçons, et je pense que là, pour le coup, on peut... C'est une manière très, très pertinente, parce qu'effectivement, la pensée critique, c'est toujours construit. Je vois qu'au début de votre livre, vous citez le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, de Karl Marx. Marx construit sa théorie de la lutte des classes en réaction aussi à l'événement, à ce qu'il vit, à ce qu'il voit dans le Printemps des peuples, à ce qu'il voit en France en 1848, et il en tire des leçons politiques fondamentales sur la nécessité pour le prolétariat, donc le prolétariat qui se soulève en février 1848 en France, qui instaure la République, et puis qui, en juin 48, est massacré par cette même République, la première assemblée élue en France au suffrage universel masculin direct, qui réprime le peuple, qui fait des milliers de morts dans les rues de Paris en juin 48. Marx voit ça, et c'est de là qu'il va construire cette idée qu'il faut une organisation autonome du prolétariat, et qui va la défendre. Bon, c'est quoi notre leçon aujourd'hui? Je ne pense pas que ce soit trop tôt pour le dire. Il y a une chose quand même qui est fascinante. Une leçon, c'est qu'on n'a pas besoin de chef pour s'organiser. C'est-à-dire que tout ce moment populiste de la gauche qui nous expliquait qu'il fallait une figure de leader pour construire un mouvement, pour faire peuple, qu'il faut une figure qui puisse venir unifier, etc., on n'en a pas besoin. On peut faire peuple tout à fait différemment, on peut faire peuple sans chef, on peut même faire peuple en se fondant sur des modes d'organisation beaucoup plus mouvants que l'organisation un peu massive du parti ou du syndicat. On peut se soulever sur des modalités qui fonctionnent tout à fait différemment, disons-le, sur des modalités qui ont des forts traits libertaires. Et à mon avis, ça, c'est une leçon stratégique fondamentale. Et on peut faire plier les gouvernements en se soulevant de manière qui ne repose pas sur la construction de mouvements hiérarchisés, etc. Et ça n'empêche pas le mouvement de prendre des décisions, plein de modalités de décisions qui s'inventent dans ces mouvements-là. Ça n'empêche pas les mouvements de prendre des décisions, ça n'empêche pas d'avoir des succès, et ça n'empêche pas de tenir dans le temps et de faire en sorte que chacune de ces victoires, elle donne lieu et elle se répercute dans une lutte ailleurs. Romaric, on va bientôt finir le plateau. Je te laisse le dernier mot, bref, si possible, peut-être sur les nouvelles idées. Je ne sais pas ce que tu préfères. C'est intéressant. Enfin, je pense que les idées, justement, elles vont se construire en fait dans ces luttes. Que ce sont à partir de ces luttes que vont se développer effectivement que les gens vont se saisir des idées qui sont un peu dans l'air du temps, qui répondent à ces trois urgences que j'ai identifiées. Et je pense qu'effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on construit quelque chose de nouveau, lorsqu'on est dans une crise, dans une vraie crise au sens marxiste du terme, et donc on construit quelque chose de nouveau, bien on construit à partir de l'existant. Et donc on est dans un monde qui est néolibéral, qui a individualisé les gens, et donc les gens, ils vont réfléchir en dehors justement de ces conditions de chef, de masse, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a ces mouvements très libertaires, qui sont des mouvements qui sont issus à la fois de la culture néolibérale et qui se révoltent contre cette culture néolibérale. Et je pense que ensuite ces mouvements, et on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, sont capables à un moment de pouvoir se donner un contenu politique qui corresponde en fait à ces trois urgences. Et je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui des alternatives, notamment à partir de la question écologique, mais en mettant en résonance les questions démocratiques et sociales avec cette question écologique, qui aujourd'hui sont des outils que ces gens, que les gens qui
qui sont dans les révoltes vont pouvoir prendre à leur compte, dont ils vont pouvoir se saisir pour pouvoir essayer de construire quelque chose et à partir de ce système justement qui aujourd'hui semble avoir atteint ses limites. Je vous remercie tous les deux, Merci. Samuel Ayat et Romaric Gaudin. Merci aussi à François. Et